On est parti pour le point actu hardware du jour, aujourd'hui jeudi 22 avril 2021. Au programme, des bons plans, des jeux offerts sur l'Epic Game Store et ça régale. Petit point espace avec une autre expérience de persévérance. On parle plus d'Ingenuity, le drone, on parle de Moxie. On va en parler assez rapidement et c'est une réussite, donc c'est cool. Ça reste qu'un essai et c'est pas voilà, pour l'instant ça sert pas à grand chose, mais ça marche et c'est déjà pas mal. On parlera vite fait PS5 avec le PDG de Sony qui a parlé, qui a donné des informations sur les disponibilités futures de la dernière PlayStation, la PS5. Franchement, je sais pas trop quoi en penser. Donnerez votre avis, mais moi je sais pas trop quoi en penser. On parlera après PlayStation, on parlera vite fait de Xbox qui rend le Xbox Live Gold inutile pour certains titres, notamment les jeux gratuits. C'est plutôt fort, mais d'un autre côté, ça soulève d'autres questions. Il y a des bons côtés, effectivement. Il y a aussi des moins bons côtés, enfin, une sorte d'injustice un peu qui apparaît. On va en parler. C'est tout de même bien, c'est tout de même bien, et sur Xbox ça renforce une certaine offre très accessible qu'à Xbox, là où PlayStation n'a pas vraiment l'équivalent, donc c'est aussi intéressant. On va parler cyberattaque avec Apple et en fait un peu indirectement Apple, mais voilà, il y a des pressions en ce moment, il y a des leaks de données. On va en parler vite fait, même si on n'a pas toutes les informations et c'est une affaire encore en cours, donc à prendre avec des pincettes. Ça reste une sacrée affaire. On parlera vite fait de la pub de Burger King qui nous a montré un siège gaming avec des fonctionnalités pour le coup assez atypiques qu'on ne retrouve sur aucun autre siège gaming. C'est normalement juste une campagne de com, mais qui sait, hein, peut-être un jour ce siège apparaîtra en vrai. Encore une fois, ça a l'air plus une campagne de com qu'autre chose. On va parler processeur avec le truc le plus gros, le plus puissant, plein de choses, plein de choses à lui donner, ce processeur qui fait une taille énorme et qui n'est pas du tout destiné au grand public, mais bien sûr voilà, aux professionnels, à la recherche, à l'intelligence artificielle pour des très gros budgets, quelque chose qui coûte très cher et qui demande une installation assez conséquente, mais qui est très intéressante. On va en parler vite fait, même si encore une fois là on n'a peut-être pas toutes les clés pour comprendre ce genre de matériel. C'est plutôt, sur le papier, c'est plutôt stylé. On parlera Starlink. Starlink qui annonce un accès internet satellitaire mobile. Encore une fois, j'ai des questions, on va soulever quelques points. Sur le papier peut-être, en réalité ça restera à mon avis ultra limité. Faut voir, pourquoi pas, mais pas tout de suite pour le commun des mortels dans un usage vraiment quotidien. On parlera cloud gaming avec Nintendo qui dit non au cloud gaming, même si c'est Microsoft qui le fait. Pas de xCloud sur la Switch, ils n'en veulent pas. Et visiblement, ça a l'air d'être un nom ferme pour n'importe qui tant que c'est pas eux. Donc voilà, peut-être une préparation de cloud gaming qui arrive chez Nintendo. Non, je ne pense pas. Mais qui sait, peut toujours être surpris, mais je ne pense pas. On parlera vite fait DLSS qui est enfin disponible dans Warzone, le mode BR du célèbre FPS. Enfin disponible et des résultats aussi stylés que ce qu'on attendait, forcément en fonction de votre carte. Mais on verra un petit benchmark. C'est plutôt des résultats sympas. On finira avec un petit boîtier, et pour le coup il est vraiment petit, format mini TX, donc mini carte mère,
mais de la place pour une vraie carte graphique, donc un vrai boîtier gaming dans un format tout petit. C'est plutôt intéressant. C'est de la marque Fantex, donc c'est quali. Et en plus, c'est pas très cher. Plutôt intéressant. Et on finira avec le petit point carte graphique, où on pleurera vite fait des larmes de sang, mais c'est pas grave. C'est la vie. Après ce long sommaire, on commence tout de suite avec les bons plans. On commence par les trucs sympas, des jeux offerts, 2 jeux offerts aujourd'hui, enfin cette semaine sur l'Epic Game Store. On commence avec le jeu Alien Isolation. Je suis sûr que ça se prononce pas comme ça en anglais, mais je suis pas anglais. Jeu inspiré de l'univers du film, bien sûr, jeu d'action à la première personne, plutôt je ne sais pas d'ailleurs, parce que j'y ai pas joué, mais voilà, si vous êtes fan de l'univers Alien, ça pourra peut-être vous régaler. Je ne sais pas du tout ce que vaut ce titre, mais en tout cas, il est rattaché à l'univers d'Alien. Et le deuxième jeu, qui est Hand of Fate 2, jeu que je ne connais pas non plus. Visiblement un jeu qui mêle jeu de plateau et jeu d'action, donc voilà des phases de plateau et au lieu d'avoir des jets de dés, j'imagine vous faites l'action vous-même. Sur le papier ça peut être plutôt sympa à tester. Encore une fois, ces 2 jeux sont gratuits, il vous suffit seulement d'avoir un compte Epic Games et de les ajouter à votre bibliothèque. Vous avez une semaine pour le faire. Au-delà d'une semaine, ils redeviendront payants, donc c'est un peu dommage. Vous n'avez même pas besoin de les télécharger, il suffit de les ajouter à votre bibliothèque. Profitez-en, c'est gratuit et on ne sait jamais, ça peut parfois se cache des pépites, déjà, premier point, et en plus, ça peut être utile d'avoir un petit jeu comme ça qui traîne à tester de temps en temps. Encore une fois, c'est gratuit, donc allez-y. On part vite fait très loin. Pas dans l'espace, mais sur une autre planète. On va sur Mars. Il n'y a pas longtemps, on avait déjà parlé du drone Ingenuity. J'arriverai jamais à le dire. Décidément, je suis doumède là-dessus. J'y arriverai pas. Aujourd'hui, on parle de quelque chose qui est plus facile à prononcer. Ça s'appelle Moxie. C'est une autre expérience qui a été envoyée sur Persévérance, avec Persévérance. Vous voyez-le comme vous voulez. Cette expérience a pour but de générer de l'oxygène à partir de l'atmosphère martienne. Alors, je vais pas dire de bêtises, donc on va prendre les données qu'on nous donne. Il faut savoir que c'est tout petit. C'est vraiment une expérience, il faut le voir comme une expérience pour voir si on peut ou pas. Ça fait la taille d'une batterie de voiture, vous voyez ici. En gros, une batterie de voiture. Ça pèse 17 kg. Et donc le but c'est de synthétiser de l'oxygène à partir de l'atmosphère martienne. Voilà, pour l'instant j'ai pas dit de bêtises. Il faut savoir que l'air ambiant de Mars est composé à 96% de CO2. Du coup, le but est de décomposer ce CO2 en dioxygène et en monoxyde de carbone pour du coup avoir de l'oxygène. Ils ont fait les premiers tests. Ils l'ont fait fonctionner pendant 30 minutes et ça a produit 5 grammes d'oxygène. C'est très peu. C'est très peu, c'est ce que un humain adulte consomme pendant 10 minutes. Donc c'est très peu. Voilà, que ce soit pour respirer pour des humains et encore pire pour se dire qu'on alimenterait des potentielles fusées avec ça. Pour l'instant, c'est pas assez. Effectivement, là-dessus on est tous d'accord. Mais encore une fois, c'est un test qui a pour but de vérifier que ce processus est possible sur Mars et qu'on peut derrière, pourquoi pas, faire un prototype à plus grande échelle pour avoir une quantité d'oxygène produite supérieure. Et c'est vers ça qu'on va, hein. Clairement, une fois qu'on s'est rendu compte que ça marche et qu'on peut le faire, on va essayer de réitérer à des échelles plus grandes. On nous dit
Par exemple, pour remplir une fusée, il faudrait entre 30 et 45 tonnes de dioxygène. Vous voyez, 10 grammes, enfin 5 grammes, c'est chaud, 10 grammes à l'heure, il faudrait un sacré paquet de temps. Et du coup, on nous dit qu'il faudrait au moins 1 kg de production de dioxygène à l'heure pour que on ait un appareil efficace et performant pour du coup produire du carburant pour pouvoir potentiellement ramener des gens ou des choses de Mars. Et si on veut un jour dans le futur coloniser Mars, il faudra forcément trouver un moyen de faire le voyage et de se trouver le carburant nécessaire pour faire le voyage. À noter qu'on ne peut pas envoyer le carburant jusque Mars, c'est trop. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop compliqué, ça coûterait beaucoup trop cher. J'imagine que théoriquement c'est possible, mais en termes de coût, c'est juste inimaginable. Donc, il faut trouver des solutions alternatives. Ça peut être une des solutions. À voir, c'est qu'une première expérience. À voir si derrière, on arrive à réitérer à plus grande échelle sans avoir de problème. Vous voyez que c'est déjà... Voilà, ça fait la taille d'une batterie de voiture, mais c'est déjà hautement complexe comme machinerie. Ici, on est sur quelque chose qui a été fabriqué par des ingénieurs et c'est déjà de la technologie avancée. Donc en faire en plus gros, théoriquement oui, il faut essayer, on va faire j'imagine étape par étape en faisant des produits intermédiaires pour voir si ça marche toujours aussi bien, si on perd pas de rendement, tout ça. Et visiblement ça a l'air bien parti tout de même, vu que ça a marché 30 minutes et que ça a produit de l'oxygène, c'est quand même tout ce qu'on attendait, tout ce qu'on voulait vérifier. Et ça a rempli son rôle et on peut dire que c'est une réussite. Ça a fonctionné comme on l'attendait. Après, les rendements, c'est une autre histoire. Et encore une fois, ce prototype n'était pas dimensionné pour avoir un rendement efficace, juste pour tester la faisabilité du process. Et visiblement, et bah, ça a bien marché. Donc c'est cool. On verra la suite qu'il donne à ça. Mais il y aura une suite, hein, c'est sûr. Maintenant qu'ils ont vu que ça marchait, ils vont essayer de perfectionner et d'augmenter la production aussi en faisant des objets plus gros, forcément. On continue avec Sony et la PS5. C'est ni plus ni moins que le PDG de Sony hein, qui a discuté avec un média japonais. Alors je vais pas dire de bêtises, je vais aller chercher le nom du média. C'est le journal japonais Nikkei qui a eu la chance d'interviewer le PDG de Sony, Jim Ryan, et notamment est venu sur la table la PS5, ses problèmes, alors on va pas dire de production mais de disponibilité du moins, et une demande toujours importante et toujours insatisfaite du manque de disponibilité et de la complexité de se procurer la dernière machine de Sony. Et là j'avoue qu'il y a un petit moment de malaise quand il dit ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer. Il dit en plus ça va s'améliorer cette année. Ça va s'améliorer cette année alors qu'on sait problèmes à l'heure actuelle sur divers secteurs, divers composants et des problèmes qui touchent vraiment beaucoup de gens, qui imposent des délais, des retards de prod, en tout cas des manques de stock dans beaucoup de choses. Et là, le PDG de Sony, il arrive, il dit non, mais chez nous, ça va être réglé cette année. Alors, j'ai envie de le croire, honnêtement. J'imagine que c'est un homme respectable et du coup, j'ai envie de le respecter. J'ai envie de le croire, de me dire que oui, effectivement, ça va bien se passer et la PS5 va être disponible en quantité pour que tous les gens qui veuillent acheter une PS5 puissent l'acheter au prix de vente de base et pas plus cher revendu dans des marchés alternatifs. Mais pour l'instant, c'est pas le cas et ça a l'air d'être assez
assez loin de ce qui se passe en réalité, au même titre que par exemple les cartes graphiques, où pour les cartes graphiques, voilà, ils ont abandonné la langue de bois et ils ont clairement annoncé que ça allait être compliqué cette année. Voilà, déjà au moins, et qu'ils espèrent un retour à des jours plus beaux l'année prochaine, mais qui n'en sont même pas sûrs. Donc, et les dates de retour à la normale se repoussent petit à petit. Ici, il va quand même dire que ça va être mieux cette année, donc d'ici peu. On ne sait pas du tout sur quoi il se base lui. Encore une fois, ils ont des accords avec les fournisseurs, mais on sait que voilà, l'atmosphère actuelle est plus les retards et les problèmes d'approvisionnement que un retour à une disponibilité en masse. Donc je ne sais pas trop quoi en penser. À noter qu'en plus c'est bas. Effectivement, on a beaucoup de mal. Il est très compliqué de se procurer une PS5. Mais d'un autre côté, il y a eu quand même beaucoup de PS5 vendus à travers le monde. Donc le problème c'est que c'est aussi un appareil qui intéresse et il y a beaucoup de demandeurs. Donc c'est pas qu'un problème de prod, c'est aussi une demande assez exceptionnelle pour cette PS5. Voilà, j'ai du mal à... J'espère, hein, j'espère qu'il a raison, que vous verrez des PS5 à foison dans les rayons de vos magasins et sur vos sites de vente en ligne préférés. Mais j'avoue que je suis pas convaincu et j'attendrai de voir ces stocks miracles à profusion avant de crier victoire. Parce que pour l'instant, c'est plutôt voilà, hein, comme les cartes graphiques, des stocks de temps en temps. Alors, au moins, eux, ils ont la chance de garder le prix, en tout cas sur les circuits de vente traditionnels, garder les prix annoncés par Sony. On n'a pas de flambée des prix, c'est déjà au moins un avantage par rapport aux cartes graphiques, mais sinon, des stocks qui durent que quelques minutes, voire secondes, et des quantités plutôt limitées, hein. Sinon, ça tiendrait plus longtemps aussi. Donc je sais pas trop quoi en penser et je suis pas méga convaincu que ça va vraiment s'améliorer dans l'année à venir en si peu de temps. À noter que la demande pour la PS5 ne diminue pas, hein, elle augmente plutôt. Et plus il va y avoir de temps et du coup potentiellement de nouveaux jeux disponibles pour la PS5, plus il y aura probablement de demandes aussi pour cette console. Donc donc il faut voir, mais pas convaincu. Vraiment pas. Continue avec la concurrence, comme ça, pas de jaloux. Xbox, on va pas parler des Xbox qui sont un peu plus non, remarque, je sais même pas, peut-être pas. Ils subissent aussi des problèmes de disponibilité, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus disponible que les PlayStation. Peut-être un peu moins de demande, en tout cas en France, ce qui permet une plus grande disponibilité. Encore une fois, la France n'est pas représentative du marché mondial, donc mais j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de Xbox disponible que de PlayStation 5. Mais on ne va pas parler de ça, on va pas parler de l'abonnement payant live, le Xbox Live Gold, qui permet de jouer en ligne et qui n'est plus nécessaire pour jouer aux jeux gratuits, donc les jeux free-to-play, par exemple, voilà, pour ne citer que ceux-là, Apex, Warframe, Fortnite, Rocket League et Roblox. Donc Microsoft a décidé que pour jouer en ligne à ces jeux, les jeux gratuits, les jeux qui ne nécessitent pas d'argent pour y jouer, il n'y aurait plus besoin de payer d'abonnement live pour accéder au contenu en ligne. Alors, sur le papier, c'est super. Honnêtement, sur le papier, c'est super. Ça permet de rendre déjà accessible à moindre frais des jeux. Là où aujourd'hui, si vous voulez jouer à Rocket League sur Xbox, effectivement Rocket League est gratuit, mais il vous faut payer un abonnement mensuel pour pouvoir jouer en ligne. Si vous n'avez pas le mode en ligne de Rocket League, le jeu a beaucoup moins d'intérêt. Pareil pour Fortnite, pareil pour Apex. Je connais moins bien Warframe et Roblox, mais j'imagine que l'idée est la même. Et c'est pour ça qu'ils ont été mis en avant.
Donc pour ça c'est super cool. Plus besoin, si vous êtes juste un joueur Rocket League ou Fortnite sur console Microsoft, vous n'avez plus besoin de payer d'abonnement. Super cool. Mais le point un peu pervers de cette histoire, c'est que du coup, si vous achetez un jeu, on prend un exemple qui parlera à beaucoup de gens. Si vous achetez FIFA, le dernier FIFA tous les ans, parce que vous jouez uniquement à FIFA, et grand bien vous en fasse, et ben là, vous achetez un jeu 60 € à la sortie parce que vous adorez le jeu, et que c'est le seul jeu que vous achetez, alors pourquoi pas. Mais en plus, vous êtes obligé de payer un abonnement mensuel pour accéder au contenu en ligne, là où, par exemple, dans FIFA, le contenu en ligne est aussi une grosse partie du jeu, même si on peut s'en passer, ça reste une grosse partie, et vous êtes obligé de payer, voilà, en plus, pour accéder à une partie du jeu qui est gratuit pour certains jeux qui sont gratuits. Donc, voilà mon avis, c'est hyper cool sur le principe, mais effectivement pour du coup les parties online des jeux payants, et bah on se sent un peu lésé sur cette histoire parce qu'on se retrouve à payer un supplément sur un jeu qu'on a déjà payé. Et je trouve ça un peu voilà, c'est un peu dommage, mais effectivement sinon on se retrouve à faire disparaître l'abonnement Xbox Live Gold qui rapporte de l'argent à Microsoft, et pas sûr qu'il soit très très chaud. C'est quand même un pas vers les joueurs, et c'est cool. Et encore une fois pour notamment pour les jeunes, et bah ça permet d'avoir juste demander une console, et derrière vous pouvez jouer gratos sans avoir à payer des frais supplémentaires. C'est un accès plutôt sympa, et encore une fois pour Microsoft qui a la Xbox Series S, qui est une console un peu moins performante, qui va pas chercher la 4K, mais qui est aussi plus accessible. Et bah du coup ça fait une offre qui devient ultra accessible pour jouer à des jeux comme Rocket League ou Fortnite sans avoir à ajouter plus d'argent. Vous achetez uniquement la console et vous savez que vous pourrez jouer à votre jeu préféré sans surcoût. Et ça c'est quand même plutôt cool. Ça a quand même des intérêts. Juste dans le cas d'un jeu payant, d'un mode en ligne d'un jeu payant, c'est un peu dur de se dire qu'on doit rajouter deux points de vue, deux ambiances. On continue avec une grosse histoire qui fait du bruit en ce moment. On va parler cyberattaque avec Quanta Computer et Apple. Quanta Computer qui est un sous-traitant, un, un fournisseur taïwanais de Apple, qui s'est fait cyberattaquer. Voilà, on va la jouer comme ça. Et sur qui, en fait, les pirates, les hackers, ont fait dans un premier temps pression sur Quanta Computer pour une amende, pour une rançon de 50 millions de dollars pour ne pas dévoiler les données qu'ils ont chourées dans les serveurs ou dans le réseau de Quanta Computer. Sauf que eux, l'entreprise taïwanaise Quanta Computer, a décidé de ne pas payer, et les hackers qui sont allés sûrement fouiner dans les données qu'ils avaient récupérées ont vu qu'ils avaient un tas de données Apple, grande chance, et donc ils sont allés directement faire pression sur Apple pour avoir de l'argent. Hein. Encore une fois, c'est une histoire de rançon contre des données. Et depuis, il y a eu déjà des fuites avec des schémas, visiblement. Moi, je suis pas allé voir, je vous avoue que je suis pas allé voir, mais il y a eu des fuites de schémas de MacBook et de matériel Apple qui sont apparus comme ça par magie sur Internet. Et en gros, c'est la stratégie des hackers ici ils ont dit qu'en gros, tant qu'ils ne recevaient pas l'argent, ils continuaient à dévoiler les données jusqu'à, j'imagine, avoir tout dévoilé. À voir comment se finira cette histoire. Je vous avoue que j'espère qu'ils ne paieront pas
parce que voilà, ça fait toujours mal de voir les hackers gagner. Et encore une fois, j'en profite pour vous dire que si vous êtes, d'ailleurs que vous soyez voilà, sur un outil, un ordinateur personnel ou professionnel, la sécurité informatique et faire attention, c'est le premier conseil le plus important qu'on puisse vous donner, c'est se rendre compte des failles et des problèmes potentiels et faire attention qu'il n'y ait pas de problème. C'est, c'est très important, on le voit ici, même si on ne sait pas exactement comment ils ont réussi à s'introduire dans le système et récupérer ces données. Ils l'ont visiblement fait et ils ont visiblement des trucs voilà, qui ne devaient pas être dévoilés, donc ça embête tout le monde. J'imagine que dans cette histoire, Quanta Computer se fait tout petit et essaye de se faire oublier parce que au final, c'est quand même sur leur système qui a été volé les données et ça les met pas bien. On a souvent parlé des hôpitaux, des systèmes hospitaliers, mais vous voyez, même des entreprises de haute technologie peuvent, euh, peuvent avoir des problèmes et aucun réseau n'est 100% sécurisé. C'est la base de la sécurité informatique. Rien n'est sécurisé à 100%. Le seul moyen d'être sécurisé à 100%, c'est d'être en dehors de tout, d'être un système isolé et protégé. Et là, à la limite, sans, en tout cas, l'attaque à distance est beaucoup plus compliquée pour le coup. Mais jamais sécurisé à 100%. Jamais. On continue avec de la pub. Regardez, moi ça peut ressembler à un siège gaming, tout ce qu'il y a d'ordinaire, mais ça ne l'est pas. C'est un siège gaming Burger King. Vous pouvez voir ici, sur l'appui-tête, le logo Burger King. Visiblement un siège limité, en édition limitée à seulement 9 exemplaires, surtout une belle campagne de com avec son petit... Attendez, je vais vous montrer parce que franchement là, des images valent mieux. Alors, je suis désolé, on va passer le début parce que je m'en fiche. Voilà. Regardez ce siège gaming incroyable de chez Burger King avec voilà, une tablette pour manger, un truc qui refroidit votre gobelet, des, euh, des oreillers de massage et surtout des ports USB et un bouton Burger King pour commander chez Burger King votre Whopper. C'est uniquement le Whopper hein, par contre. Donc voilà, ça a été offert à des streamers américains. La chance d'avoir ce siège. Mais voilà, ils se sont marrés. C'est pas la première fois qu'une marque de restauration rapide s'introduit dans l'univers du gaming pour faire sa pub. On peut noter par exemple la console KFC, la KF console, qui ressemblait à un PC mais qui avait un petit emplacement pour garder vos ailes de poulet ou vos tenders au chaud grâce à la puissance et à la chaleur dégagée par vos composants. Malheureusement, ce sont en tout cas la plupart du temps uniquement des campagnes de com, mais quand même, petit bouton pour commander son Whopper et le bandeau de LED qui fait tout le tour du siège. Ils avaient vraiment les codes, ça aurait pu marcher. Ils auraient dû s'associer avec une marque de siège gaming. Malheureusement, vous ne pourrez pas l'avoir et vous ne pourrez pas avoir votre bouton pour commander un Whopper directement. A noter aussi qu'il fallait un téléphone avec l'application KFC relié pour que ça commande vraiment un Whopper, mais ça marchait, d'après eux. On part sur toute autre chose, rien à voir avec Burger King ou du fast-food ou ce genre de truc, ni même du gaming. Ici, vous avez devant vous une assiette. Et non, ce n'est pas une assiette, c'est un processeur. C'est un processeur qui fait effectivement la taille d'une assiette. Nouvelle version du plus gros processeur au monde.
ancienne version était gravée en 16 nanomètres. On passe ici en 7 nanomètres made in TSMC, donc régalade infinie. Comme je disais, plus grand processeur du monde avec pas moins de 2600 milliards de transistors. Bah, en même temps, vous voyez, on a fait un gros truc. On laisse la place pour mettre des choses. Décidé de mettre pas mal de trucs, hein, du coup. 2,6 trillions de transistors. Je vous avoue que moi, quand on arrive au trillion, ça me parle plus trop. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'entre la version 1 de ce Cerebras WSE, du coup c'était le tiret 1, et le version 2, on a doublé le nombre de transistors, donc potentiellement la puissance. On disait 2600 milliards de transistors, 40 Go de RAM intégrée dédiée, une bande passante de 20, je crois c'est pétaoctets, je crois. Pas sûr, mais je crois que c'est ça. Et un tarif unitaire de plusieurs millions d'euros. Hein, voilà, on est sur le plus grand processeur du monde avec des performances au rendez-vous. On n'est pas pour jouer à Rocket League ou Fortnite ici. On est clairement pour de la recherche, de l'intelligence artificielle, des calculs. C'est incroyable. Qu'est-ce que... Voilà. Petite comparaison. Allez, on va l'avoir en gros. Voilà la comparaison en termes de taille entre ce qu'on a traditionnellement et ce Cerebras WSE-2. Donc un peu plus gros, hein, un peu plus gros tout de même. Effectivement, ça rentrera pas dans votre tour. En termes de cœur, on est à... Alors, voilà, j'ai oublié. 850 000, voilà, 850 000 cœurs. Plus de 2 fois plus qu'avant parce qu'on était à 400 000 sur le modèle 1, 850 000 sur le modèle 2. Donc pour le multitâche, c'est pas mal. 850 000 cœurs. Mais bon, en gros, voilà, en termes de performance, ça a l'air inégalable. Et encore une fois, c'est d'un seul bloc. On ne parle pas de multiprocesseur. On est sur un seul processeur qui a 850 000 cœurs. Donc gros bébé. Dernier point, l'installation, parce que vous avez vu la taille, ça ne va pas sur les cartes mères standard, vous imaginez bien, de toute façon ça ne rentre pas dans un boîtier format ATX. Donc voilà, imaginez le mettre dans une carte mère qui rentre dans ce genre de boîtier, c'est mort. Ça va dans des engins qui sont plutôt assez gros, de type data center avec des racks. Mais c'est pas si gros que ça. C'est pas si gros que ça. Ça représente la machine d'une taille de 15 racks. Là où, si vous prenez avec des installations plus traditionnelles, vous vous retrouvez à en général plus, genre 2 fois plus en termes de taille. Donc c'est pas mal. À noter aussi que, voilà, on a dit plusieurs millions pour acheter ce processeur. Et en plus, il faudra aussi investir un petit peu dans les composants adaptés, parce qu'il faudra quand même pas mal de choses. Hein. On a par exemple en termes d'alimentation, il faut 12 blocs d'alimentation de 4000 watts. Voilà, hein, c'est pas rien tout de même. Il en faut 12 parce qu'il en faut 6 pour l'alimenter. Et il en faut 6 de secours. Merci la redondance, mais bon, il faut bien sur ce genre de truc. On a par exemple bénéficié de 12 connexions réseau assez rapides, hein, parce qu'on est sur du 100 gigabits, donc plutôt pas mal. Mais bon, encore une fois, hein, rien à voir avec du gaming ou quoi que ce soit. On est sur de la recherche, de l'intelligence artificielle, des trucs très pointus et des calculs qui feraient mourir ou qui verraient mourir la plupart des gens qui les lancent sur des machines plus traditionnelles. Donc c'est cool. Est-ce que c'est vraiment l'avenir de faire des processeurs aussi gros? J'espère que non. J'espère qu'on arrivera quand même un jour à miniaturiser tout ça, même si là on voit qu'on arrive à avoir une machine finale pas si grosse que ça par rapport à l'équivalent actuel, mais ça reste quand même des gros engins, effectivement, comparé à par exemple un supercalculateur, on est loin des mêmes dimensions.
Et aussi en termes de prix, bah voilà, hein, plusieurs millions, donc forcément pas très accessible. Plusieurs millions, on peut pas dire que ça soit très accessible, mais c'est intéressant, ça a des performances de ouf, et ça peut faire avancer la science et la recherche, donc c'est déjà ça. Et j'imagine qu'il y a des gens qui se ruent dessus en voyant les performances et le gain potentiel pour leur installation professionnelle, bien sûr. On continue avec Elon Musk qui annonce Starlink en version mobile, donc un accès internet satellitaire et mobile. Et là, je vous avoue, quand j'ai lu ça, j'ai eu un doute. On a déjà parlé de Starlink qui va être disponible en France, c'est très bien. Mais à l'heure actuelle, Starlink, déjà, c'est pas disponible partout. Premier point. Et point plutôt important quand on parle de mobile, tout de même. Deuxième point, il vous faut, pour recevoir l'internet Starlink par satellite, il vous faut une antenne parabole que vous achetez avec un kit quand vous souscrivez au service d'Elon Musk. Et vous avez une antenne parabole. Donc quand même une antenne parabole. Hein. C'est pas de la toute dernière technologie, l'antenne parabole, et c'est un objet assez imposant qu'il faut quand même placer, qu'il faut régler pour que le signal soit optimisé. Et voilà, tout ça. Et encore une fois, c'est gros. Juste ça, déjà, c'est gros. Donc là, on arrive face à un problème. Elon Musk nous dit, et du coup, on comprend un peu mieux que effectivement, il parle de quelque chose de mobile, mais restreint à certains appareils. Du coup, certains peuvent penser, pourquoi pas la Tesla? Et même pour la Tesla, il trouve que c'est trop gros, trop imposant, trop lourd. Et donc, il nous parle plutôt de gros engins tels que des avions, des camions, des bateaux, ou à la limite des camping-cars. J'imagine quand il nous parle de camping-car, il nous parle des camping-cars américains, donc des trucs qui pour nous, Français, font la taille de 2 à 3 camping-cars chez nous, pour vous donner un ordre d'idée. Mais vraiment des très gros engins. Donc, même pour la Tesla, qui a certains modèles qui sont quand même assez imposants, il trouve que c'est encore trop gros, trop imposant, trop lourd. Donc, pour vraiment quelque chose de mobile, du genre avec une réception sur un téléphone, on prend cet exemple-là en mobile, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Encore une fois, Starlink est actuellement en pleine expansion, en plein développement. Ils envoient régulièrement des nouveaux satellites pour enrichir la constellation et avoir une performance du réseau toujours supérieure. Mais il va falloir du temps, ça va pas être disponible partout tout de suite. On voit que déjà ils sont d'abord allés aux États-Unis, ils essayent de s'exporter ensuite, mais ça prend du temps. Il faut aussi les autorisations des autorités sur place. Il faut aussi créer des points sur Terre pour relayer le signal. Ça demande quand même pas mal de choses. Ça va prendre du temps et ça va se perfectionner. De là à voir ce qu'on nous a promis, on attendra de voir, mais pour l'instant on n'y est pas encore. Et le mobile, pareil, hein, on n'y est pas vraiment. On va pas se mentir, pas vraiment. On continue chez Nintendo. Nintendo qui a décidé de dire non au cloud gaming. Donc ici à xCloud, le nouveau service de cloud gaming de Microsoft. Mais visiblement, ils ont dit non à tout le monde. Hein. Ils ont dit pas de service de streaming sur Switch, pas de choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ça a l'air d'être un peu ça la base du truc, comme souvent. Et pas vraiment étonnant de la part de Nintendo qui est un peu à l'image d'Apple, un peu dans un univers qui veulent plus ou moins fermer, en tout cas pas totalement accessible, peut-être pas autant qu'Apple, mais il y a quand même une envie de maîtriser un maximum ce qu'ils mettent entre les mains de leurs consommateurs et ce sur quoi ils peuvent tomber. C'est aussi l'image de Nintendo comme voilà une des rares consoles
où on peut se dire quasiment tout est accessible pour tout le monde. Excusez-moi. Même si c'est pas tout le temps vrai, hein, il y a des titres pas forcément pour les enfants sur certaines plateformes Nintendo. Mais là, ils ont décidé de ne pas accepter ce genre de truc. On a parlé de rapprochement entre Nintendo et Microsoft. Visiblement, là-dessus, il n'y a pas de rapprochement. Il y en aura peut-être et probablement sur d'autres trucs. Mais voilà, les concurrents qui ferment souvent la porte aux services de cloud gaming des autres, hein, parce que bah, ils y voient pas trop l'intérêt pour eux. On peut les comprendre, même si les utilisateurs de Switch et qui ont aussi, pourquoi pas, un abonnement Game Pass, ce genre de truc, j'imagine que eux auraient adoré que ce soit disponible voilà, de manière native et intégrée à leur Switch préféré. Dommage, mais on comprend la démarche de Nintendo forcément, et c'est pas vraiment étonnant de leur part. On continue avec Warzone, le mode Battle Royale de Call of Duty, célèbre FPS d'Activision, qui bénéficie aujourd'hui du DLSS, le ou la DLSS, le DLSS, est une technologie d'upscale appuyée sur de l'intelligence artificielle via du matériel dédié dans les cartes graphiques NVIDIA RTX. Donc il vous faudra une carte graphique NVIDIA RTX pour bénéficier de cette technologie. Mais le principe est plutôt simple. Cette technologie permet à votre machine de calculer une image en résolution plus basse et donc qui est plus facile à calculer pour votre machine, peu importe votre machine, et ensuite de vous l'afficher avec de l'upscale, donc dans une résolution plus haute que celle avec laquelle il était calculé, avec l'aide de l'intelligence artificielle. Résultat pour vous, vous avez la résolution la plus haute que vous voulez. C'est beau comme si c'était normal. Et c'est plus facile à faire pour votre machine. Du coup, régalade pour tout le monde. Ça vous permet d'avoir des graphismes toujours aussi beaux ou plus beaux. Et d'avoir une expérience toujours plus fluide. Que demande le peuple? Rien de plus que le DLSS partout. Et du coup d'avoir des cartes RTX pour tout le monde. Peut-être plus ça que demande le peuple. Du coup, petit test, et forcément, ils l'ont mis parce que on sait, ça marche bien, ça a été peaufiné, le DLSS, on est maintenant sur la version 2, et on a des vrais gains en performance. Ici, on rigole zéro. On est sur une config avec plusieurs cartes graphiques testées, toutes des RTX forcément. Un i9 10e génération de chez Intel, 32 Go de RAM, on est sur Windows 10, et on joue en 4K avec la configuration performance mode sur le DLSS et bien sûr la qualité graphique au maximum, donc 4K qualité graphique au maximum et performance mode DLSS. N'oubliez pas, c'est du 4K hein, tout de même. Donc aujourd'hui, la plus haute résolution sur laquelle on joue, à part peut-être une ou deux personnes dans le monde. Si vous avez encore une carte graphique RTX ancienne génération, c'est-à-dire série 20, si on prend l'exemple de la 2080 Ti qui était une très bonne carte graphique, qui est une très bonne carte graphique et qui a encore des très bonnes performances, sans le DLSS, vous êtes légèrement au-dessus des 60 images par seconde, vous êtes environ à 72, ce qui est déjà plutôt très bien en 4K. Vous activez le DLSS, vous arrivez quasiment à 120, vous êtes à 116 images par seconde de moyenne, plutôt une bonne régalade. Et maintenant, sur les dernières générations, on est aussi plutôt fort avec une 3060 qui est normalement pas faite pour de la 4K. Sans le DLSS, vous êtes en dessous des 60 images par seconde, ce qui peut en déranger certains. Avec le DLSS, vous atteignez les 82, donc vous êtes au-dessus des 60 et largement, ce qui régale tout de même avec une 3060 qui n'est à la base pas spécialement fait pour la 4K. Sur une 3060 Ti, vous irez jusqu'à 102 images par seconde grâce au DLSS. Et voilà, 3070, 115,9, 3080, 114,7. Donc quasiment
quasiment les 144. Et si vous avez une 3090, vous dépassez les 144 Hz. Vous pouvez dépasser les 144 FPS en 4K. Donc vraiment là, il y a quand même peu de chances que vous ayez un écran qui fasse mieux que 144 Hz en 4K. Déjà, si vous avez ça, vous avez dû le payer cher. Donc régalade vraiment infinie. Fluidité garantie. Même avec une 3060 qui est pas recommandée spécialement pour jouer en 4K. Ici, vous pourrez quand même jouer à plus de 60 images par seconde, ce qui vous permettra d'avoir une expérience très agréable, très belle et très fluide. Franchement, le DLSS, vraiment une folie. On finit avec, avec un boîtier avant de jeter vite fait un œil aux cartes graphiques, mais pas trop long, parce que sinon après on pleure. Petit boîtier de chez Fantex, le Eclipse P200A, qui est la version toute petite du P200, je crois, qui est un boîtier Fantex taille ATX classique. Ici, on est sur du mini ITX. Donc voilà, un tout petit, toute petite pour la carte mère, mais la promesse d'avoir tout de même une config gaming avec la place pour mettre une grande carte graphique à l'horizontale ou à la verticale, suivant vos goûts. Et ça, c'est pas mal. On voit l'agencement ici de l'alimentation en haut pour gagner de la place et laisser la place totale à la carte graphique. C'est plutôt sympa comme idée. Le boîtier est bien fini, classique, sans être ultra travaillé. Il est plutôt sobre. On a le RGB forcément parce qu'on a des ventilateurs RGB. On a les deux ventilateurs de fournis qui sont ARGB en 120 mm. On a la vitre sur le côté et la façade en mèche pour avoir un refroidissement assuré dans toutes les circonstances, même si vous mettez une grosse carte graphique. Et ça a l'air quand même le but de ce boîtier. Faire une petite config avec une grosse carte graphique pour faire du gaming. Le tout pour 70 €, ce qui est relativement correct. À noter qu'on a quand même deux ventilateurs RGB de fournis. Encore une fois, pas pour tout le monde ce genre de boîtier, mais clairement pour faire un petit PC gaming, ça régale. Même si à l'heure actuelle, il est plus dur de trouver une carte graphique qu'un boîtier, ça peut vous intéresser et je trouvais sympa. J'aime bien aussi la version ATX, même si pour moi elle manque un peu en compatibilité water cooling, mais c'est des boîtiers que je trouve plutôt cool, bien finis et plutôt très fonctionnels, sans après, en restant plutôt sobre, hein, on est clairement sur quelque chose d'assez classique. Et vous voyez, on a par contre petit choix de la connectique ici, là. Ça, je sais pas. Peut-être pas. On finit avec les cartes graphiques. On fait petit point sur la disponibilité, ce qu'il y en a aujourd'hui. Toujours ces Power Color 6900 XT qui ne partent pas. Toujours à des prix très élevés, hein, 2200 pour la version refroidie par air et 2550 pour la version refroidie par liquide. On est sur du très très haut de gamme, même sur de la 6900 XT. On est vraiment sur le haut de gamme de la 6900 XT, donc forcément très très cher, même si voilà, on ne peut pas justifier de tel prix à part par les problèmes, les problèmes de disponibilité actuels, hein. C'est la seule chose qui justifie de tels prix actuellement. Ça fait un peu mal. Mais je voulais vous montrer un dernier truc, parce que voilà, ça fait mal de voir toujours ces rayons vides. Si vous devez absolument vous acquérir une config gaming entière, pour le coup c'est plutôt une config gaming entière, un PC entier, et avoir une carte graphique pour faire du gaming, il reste cette option, l'option de choisir des PC montés. Après, suivant la marque, le revendeur, ce que vous voulez. Ici, par exemple, Top Achat fait ses propres PC, mais je sais que tout le monde fait un peu ses propres PC maintenant. Et vous pourrez, alors elles seront pas à des prix plus bas, hein. Ça par contre, ne rêvez pas trop. Mais vous pouvez avoir des configs avec, ici par exemple, des 3060. Je sais qu'il y a des 3070 aussi.
Toc toc, 3060, 3070 ici, bon forcément ça coûte cher. Ici c'est un HP Omen, mais vous en avez aussi sur d'autres, et des 6700 XT à des prix très élevés, je vous l'accorde. Et si vous avez absolument besoin et que vous ne l'avez pas, ou que vous ne pouvez pas rentrer dans le jeu, de se tenir informé et d'être réactif quand il y a des stocks disponibles, ça reste une solution de secours qui est encore une fois à des prix trop élevés à mon goût, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand-chose. Jusqu'au 3070, j'ai pas vu de 3080, et côté AMD, j'ai vu seulement des configs avec des 6700 XT. Comme quoi, il y en a un peu, hein, vous voyez. Juste, bah, il y a des circuits qui sont prioritaires par rapport à d'autres, et effectivement, le client lambda comme nous n'est pas le circuit prioritaire, et en général ne l'est jamais. C'est dommage, mais c'est la réalité du marché. Donc, je vous donne un moyen qui n'est pas une solution miracle, mais qui peut dépanner si vous avez vraiment pas le choix. On conclut là-dessus le point actu hardware d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des trucs et que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, je vous invite à faire des retours. C'est ce qui m'aide à progresser. Je réponds à tout et je prends tout avec grand plaisir. Et on se retrouve demain pour le dernier point actu hardware de la semaine. Merci d'avoir regardé et à demain.